Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana. Assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes très contents de accueillir à nouveau notre ami Farid Farah, consultant universitaire et consultant en IT, notre consultant à Maghreb Émergent et à Radio M de IT. Farid Farah, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une actualité internationale qui devient de plus en plus préoccupante. C'est pour ça que nous avons choisi de parler aujourd'hui de la situation de la guerre entre les géants au niveau de l'industrie du IT au niveau mondial. Il y a eu cet incident spectaculaire de l'arrestation de la directrice financière du groupe Huawei, le groupe numéro 2 de la téléphonie mobile dans le monde et équipementier de taille mondiale, donc, qui se trouve être en plus la fille du chairman, du président, arrêtée au Canada sur une enquête, sur une injonction judiciaire américaine et extradée aux États-Unis sous couvert de pratiques de corruption qui ferait qu'elle serait redevable, justiciable aux États-Unis. Ça a provoqué un incident diplomatique, un froid diplomatique entre la Chine et les États-Unis. On venait juste de sortir d'un épisode d'une sorte de trêve dans la guerre commerciale entre les deux pays suite au sommet de Buenos Aires, du G20, mais cette trêve-là, visiblement, est déjà rompue à cause de cet incident. Farid Farah, qu'est-ce qui se joue derrière ce bras de fer ? Enfin, ce bras de fer, bon, vous avez parlé de guerre commerciale. En fait, je pense que ce bras de fer est au-delà d'une guerre commerciale. C'est une guerre stratégique par rapport aux enjeux des dernières technologies utilisées dans les télécommunications mobiles. On se souvient, ça a commencé avec ZTE, d'accord ? L'autre opérateur, l'autre équipementier qui chinois, est public, qui appartient au gouvernement chinois. Le résultat, c'est que cette société, aujourd'hui, elle est placée sous contrôle juridique, sous autorité réglementaire des États-Unis pour 10 ans. Je crois que c'est ça le compromis qu'il y a eu entre ZTE et le gouvernement américain. Ensuite, il y a eu aussi d'autres équipementiers européens qui ont été... On n'en a pas parlé dans les médias, mais il y a eu quand même une pression américaine sur Nokia et Ericsson pour les mettre sous une loupe juridique par rapport aux services qu'ils fournissent, notamment les services liés à la future génération des réseaux mobiles, à savoir la 5G. Moi, je m'attendais à rester Huawei. Parmi les grands équipementiers. Voilà, et rester Huawei, je me suis posé la question, comment les Américains vont ouvrir, entre guillemets, le bal ? On l'a vu à travers l'arrestation de la fille du propriétaire. C'est une forme de pression sur Huawei pour qu'ils se soumettent sous l'autorité réglementaire des Américains. Aujourd'hui, les Américains, vu les enjeux de la 5G, si j'ai bien compris, ils ne veulent rien lâcher sur le contrôle de l'Internet, qui est l'espace où seront déployées ces nouvelles technologies, et surtout pas se laisser concurrencer sur une future technologie qui, comme je l'ai déjà écrit dans mes articles, c'est une nouvelle technologie qui va couper le lien historique des opérateurs avec la téléphonie, c'est-à-dire... On va l'expliquer, Farid. On va l'expliquer parce que c'est très important. Le saut, c'est pas l'équivalent du saut de la 3G à la 4G, c'est autre chose. Les Américains veulent contrôler tout processus industriel impliqué dans le déploiement de la future génération de la téléphonie. Alors, la question, justement, c'est celle-là que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est pour protéger
un brevet américain, une technologie américaine, un champion américain qui Moi, qui serait Motorola, qui n'est plus au même niveau. Moi, je sors de Ou l'économie. ou est-ce que c'est pour d'autres raisons qui seraient à ce moment-là d'ordre souverain et politique? Pouvoir. Les Américains veulent garder le pouvoir sur l'Internet et ses prolongements, à savoir l'industrie qui est née autour de cet Internet. Les Américains veulent garder le pouvoir sur... Ils ne veulent pas d'un Internet ouvert. Ils ne veulent pas d'un Internet contrôlé par des gouvernements dont le profil politique est inadéquat avec les orientations américaines. Alors, en quoi des acteurs non américains qui viendraient déployer pour des opérateurs nord-américains des solutions 5G, Oui. donc qui vont fournir la solution sur le terrain, poser les équipements, poser les routeurs, poser toutes j'imagine qu'il y a un réseau fibré, il y a en partie un peu comme aujourd'hui, et un réseau par antenne, donc, qui lui n'est pas fibré. En quoi ce déploiement-là peut-il menacer le contrôle d'Internet? On est entre l'équipement et le contrôle du flux des contenus, on ne voit pas très bien où est-ce que je suis naïf en posant cette question. En fait, je suis pas, enfin, selon mon analyse, c'est-à-dire c'est mon point de vue personnel, si on associe l'intelligence artificielle à son moteur et son support télécom qui ne sera pas autre que la 5G, je pense qu'il y a une bataille entre le bloc chinois. Il faut quand même reconnaître que la seule alternative au GAFA américain, c'est le bloc chinois. Le premier concurrent d'Amazon, c'est Alibaba. Et les Américains sont en train de voir le danger arriver sur leur main mise sur ce type de technologie qui seront déployées avec une vitesse extraordinaire très prochainement dans tous les pays développés, en Europe ou ailleurs. Et ils se sont vus que la future génération de l'industrie mondiale, à savoir l'industrie 4.0, son moteur, son blé, c'est la 5G associée à l'intelligence artificielle. Donc, contrôler tous les processus de fabrication, par exemple, de composants de troisième génération, les composants électroniques qui vont être les éléments constituants matériaux et logiciels de tous les équipements qui seront utilisés dans les réseaux intelligents du futur. Futur, c'est quoi? Futur, c'est dans 2 ans, c'est demain. C'est demain. Alors, les Américains sont en train de faire tout leur possible pour mettre sous l'autorité de leurs régulateurs le fonctionnement de ces équipementiers, y compris les équipementiers chinois qui sont les premiers concurrents. Aujourd'hui, leur équipementier historique américain, il est en net recul. On peut l'évoquer, c'est Cisco. Cisco, oui. C'est la fleur américaine dans les technologies des télécommunications. Ils se sont trompés de stratégie sur les 10 dernières années, ils se sont éloignés des opérateurs, ils se sont orientés vers d'autres secteurs. Mais si Farid, tu nous expliques la 5G, et là je vais te redonner la possibilité de nous expliquer un petit peu ce que c'est la 5G. C'est une rupture historique entre les opérateurs et la téléphonie mobile, j'ai bien noté. La téléphonie. C'est-à-dire les réseaux 5G ne vont pas transporter... Ils vont transporter d'autres datas que ceux qui... Uniquement les services des consommateurs. La 5G, elle va s'orienter vers l'agriculture, l'industrie, l'économie. Les objets connectés. Les objets connectés. Voilà, les objets connectés. La mise sous réseau cellulaire 5G des objets connectés, tout ça va changer, je ne dis pas le monde, mais va changer l'économie mondiale. On ne sera pas dépendant d'un opérateur pour utiliser... il y aura d'autres acteurs qui vont rentrer en lice. Ben oui. Tout ce qui détient un service de la data peut devenir, en utilisant la 5G, devenir un acteur sur Internet. Ben oui, un acteur représentant une activité économique ou industrielle. Alors, est-ce que les Américains, en dehors des Américains, est-ce que les Occidentaux, est-ce que Nokia et Ericsson notamment, les Scandinaves, ont accusé un retard par rapport à la technologie 5G versus les acteurs chinois? Non, au contraire. Si on prend les Ericsson comme exemple, Ericsson, c'est le premier qui s'est aligné sur la trajectoire de la 5G par rapport aux Chinois. Moi, je me souviens, il y a 2 ans,
il y a 2 ans de cela. À Barcelone ? À Barcelone. Il y avait une conférence du premier patron de Huawei, à travers laquelle il s'est adressé aux personnalités présentes pour dire que, patientons un petit peu, la 5G, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Il faut laisser la 4G se déployer et mûrir. Alors que l'autre bloc, il a considéré... il a opté pour une autre vision à laquelle la 5G... L'autre bloc, c'est Ericsson notamment. Ericsson est le bloc nord-européen qui voulait que la 5G soit déployée pour le plus tôt possible parce que les Chinois les ont dépassés sur la 4G. Ils veulent rattraper leur retard en lançant la 5G. Donc c'est une compétitivité, concurrence entre le bloc chinois et le bloc nord-européen. Et malheureusement, l'attitude des Américains, je crains qu'elle va diminuer cette compétitivité très utile dans le secteur technologique entre des entreprises. Je ne suis pas sûr de l'information, mais on m'a dit que chez ZTE, une fois ZTE est placé sous contrôle administratif, contrôle américain, ils leur ont donné une liste de personnes à virer. Carrément, ils leur ont donné une liste de personnes à licencier de l'entreprise. Vous voyez à quel niveau ils sont arrivés, les Américains. Ils veulent du 5G sous leur autorité, uniquement leur autorité. Pourquoi ? Parce que c'est la 5G qui va donner naissance, par exemple, au nouveau concept de guerre entre pays. Pourquoi la guerre électronique ? C'est la 5G qui va accélérer l'alphabétisation numérique de l'humanité mondiale. C'est la 5G qui va donner naissance à des processus autonomes sur le plan technologique qui vont toucher le secteur de la santé, le secteur de transport, le secteur de l'agriculture et le secteur de l'armement aussi. C'est la 5G qui sera le moteur télécom de tous les idées, de tous les processus liés à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire pourquoi ces parce services que la 5G permet un transfert de data quasiment instantané. Pourquoi ? Proche de l'instantané. La 5G, c'est la dernière performance par rapport au temps de latence qui aura un temps de latence entre le départ et l'arrivée des données. C'est-à-dire, je vais expliquer ça, c'est-à-dire on a plus de garantie à ce que les données arrivent sans retard et une garantie à ce que les données arrivent sans perte. Alors, sans retard, on se situe sur quelle échelle de temps ? Les derniers tests qu'ils ont fait au dernier congrès de Barcelone, c'est 6 millisecondes en aller et 6 millisecondes en retour. 6 millièmes. 6 millisecondes, oui. C'est-à-dire c'est insignifiant. 6 millièmes de seconde. 6 millièmes de seconde, oui. 6 millièmes de seconde, on s'entend bien. Pour qu'il arrive en voie montante et en voie descendante. Voilà. C'est la meilleure performance. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi magique avec la 5G, c'est que les performances technologiques qui faciliteront l'accès, parce que le problème des réseaux sans fil, c'est l'accessibilité. Elle peut être limitée. Tout dépend de la politique du pays dans lequel elle sera déployée. Pourquoi ? Parce que le spectre des fréquences d'un pays, pour la 5G, ça sera ce qui est la terre agricole pour le blé. C'est-à-dire, si le gouvernement ne lâche pas les bonnes terres, la 5G va se déployer très difficilement. Donc, vous voyez le contexte politique. On va y arriver dans le cas de l'Algérie. Alors, on a bien compris, donc il y a un oligopole des grands équipementiers qui vont nous faire évoluer la connectivité des abonnés dans le monde et des institutions. L'Algérie a, de ce point de vue-là, eu toujours une politique un peu ouverte, puisqu'on a
quasiment, peut-être à part Nokia, on a eu tous les équipementiers. Il y avait un moment où il y avait aussi Alcatel, avant qu'Alcatel ne devienne un acteur de... Il y a eu Cisco aussi. Alcatel, Cisco. Mais aujourd'hui, on a en gros 3 grands acteurs sur la scène algérienne, que sont Ericsson, historiquement, c'est peut-être le plus ancien, et les 2 Chinois, Huawei. Depuis 1973. Voilà, absolument. Et puis Huawei et ZTE. Alors, nous, on a suivi cela de près. Comment des États comme l'Algérie peuvent se prémunir contre une position trop forte ou faire une erreur de route par rapport à une technologie? On a notamment vu, par exemple, vous allez nous expliquer, Khaled Farah, de quoi il s'agissait, que Ericsson a subi un bug sur son réseau d'équipements posés dans le monde, pas seulement en Algérie, dans 36 opérations, je crois, à travers le monde. Et il a dû faire un communiqué d'explication et d'excuses à ses clients. La mise à jour, je crois, de ces réseaux-là qui se fait en télédistance ne s'est pas faite à temps. Je sais pas. Je sais que c'est un problème de soft, de mise à jour d'un logiciel dans une partie de l'architecture d'un réseau 4G très sensible. C'est la partie qui localise les abonnés, c'est-à-dire c'est la partie qui localise les terminaux des abonnés. C'est-à-dire s'il y a un dysfonctionnement, c'est que les abonnés seront complètement déconnectés du réseau de leur opérateur. Vu là, justement l'évolution je voudrais ouvrir une parenthèse. J'ai oublié tout à l'heure de vous le dire que plus on avance dans le temps, plus vous savez, en 15 ans, on a eu 4 générations de téléphonie mobile en 18 ans. 18 ans, c'est rapide, 4 générations. Alors, plus on avance dans ces générations, plus on a plus de logiciels que d'équipements physiques. Aujourd'hui, la différence, par exemple, entre le réseau 3G et le réseau 4G, c'est que dans la partie cœur de réseau, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de matériel. Uniquement du soft. Et donc, dans la 4G d'Ericsson, il y a eu un problème sur une partie du matériel où il y avait une nécessité de mise à jour d'un logiciel. Je ne sais pas, est-ce que le logiciel a été mal téléchargé ou se sont trompés, ou il y avait des bugs? C'est quelque chose qui arrive. Alors, l'Algérie a subi ce bug. Ericsson, c'est Algérie Télécom. À ma connaissance, seule l'Algérie Télécom dans sa partie 4G fixe qui a eu des soucis, mais je pense que c'est rentré dans l'ordre. Non, ça, par contre, c'est sûr que c'est rentré dans l'ordre. Alors, on a eu malheureusement encore une fois ce classement un peu humiliant qui place l'Algérie en avant-dernière position mondiale sur 185 pays évalués, ou 153 plutôt. 185, c'était un autre indicateur, dans la vitesse d'Internet. Alors, question très simple. Est-ce que l'Algérie a fait le mauvais choix des équipementiers? Pourquoi la vitesse d'Internet reste aussi lente en Algérie? Avant de répondre à ta question, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est que dans les réseaux mobiles, on a un débit théorique et un débit réel. Quand on déploie la 4G, par exemple, on la déploie, on a par exemple, notre réseau 4G en Algérie, c'est le réseau le moins rapide dans le monde, sur le plan théorique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont choisi, le gouvernement ou l'autorité de régulation a mis à la disposition des opérateurs une largeur de bande fréquentielle qui ne donne pas un débit élevé à l'avance. D'accord ? Ils ne donnent pas un débit élevé. Ils ont opté pour la 10 MHz. Donc, il y a la 1.4 mégas, il y a la 5 mégas, il y a la 10 mégas, il y a la 15 et la 20. C'est cette largeur de bande fréquentielle qui est donnée aux opérateurs pour qu'ils puissent donner la possibilité aux utilisateurs d'accéder à leur réseau. Alors, s'il y a un Donc, manque, dès le départ, il y a un goulot. Dès le départ, on n'a pas le plus grand débit. Enfin, c'est un peu comme si on achetait une Ferrari, qu'on la faisait rouler sur une piste départementale, enfin, une route de wilaya, un chemin de wilaya. Voilà. Alors qu'il est possible de donner d'autres fréquences, des bandes de fréquences plus larges. Je pense qu'il est possible. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas donné la 20 mégas ou la 15 mégas. Ailleurs, c'est ça qui est donné aux opérateurs. Ailleurs, ils utilisent toutes les bandes. Ils n'arrivent pas. Donc, ailleurs, en fait, attendez, c'est très important. Il y a un goulot d'étranglement fréquentiel. Non, ce n'est pas un étranglement. C'est-à-dire que je ne peux pas comparer. On a mis l'Algérie dans un classement dans lequel il y a des pays où il y a des opérateurs qui ont plus de performances technologiques
une autre stratégie de déploiement. Donc, sur le plan théorique, déjà, la 4G algérienne est amoindrie. Alors là, sur le plan réel, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que je sais que les opérateurs ne peuvent pas se plaindre, mais moi je le dis. On a un taux de couverture bas du LG. Ça, c'est pas les opérateurs qui vont se plaindre, c'est la RPT, c'est le régulateur qui va peut-être, dans ce cas, plutôt faire le reproche aux opérateurs de ne pas avoir suffisamment déployé de BTS pour bien couvrir le réseau. Oui, mais pour déployer BTS, il faut des fréquences. S'il n'y a pas de fréquences. D'accord. Donc, Oui, donc la rareté de la fréquence. Bah oui, il faut donner des fréquences aux opérateurs. Est-ce qu'on est arrivé au summum de ce qu'il est possible de faire ? On est à 15% de couverture de la population. Oui, mais en termes de sur la 10 mégas, est-ce qu'on est arrivé au summum de ce qu'on peut utiliser pour la bande 3 mégas ? La preuve. C'est-à-dire si on veut avoir plus de 15%. La preuve, il y a des réseaux congestionnés aujourd'hui. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas qu'ils sont congestionnés, c'est pas horrible. La faute aux équipements. C'est l'offre. C'est la demande qui dépasse l'offre. C'est-à-dire l'engouement des Algériens pour la vidéo. On parle toujours du mobile. Tout à l'heure, on va parler du fixe. Hein. Là, on est sur le mobile. C'est pareil du moment que nous ne disposerons toujours pas de diversité sur la bande passante internationale. Il y a un seul opérateur qui l'assure. Donc tout ça finit. C'est le même distributeur pour tout le monde. C'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui est classée à pratiquement l'avant-dernière place sur le fixe. Pourquoi ? Parce que par rapport à d'autres pays, il y a plus de diversité sur la bande passante internationale. Et surtout, nous n'avons toujours pas des data centers. Parce qu'il y a de la data que les Algériens consomment, beaucoup, qui pourrait rester en Algérie. Et qui pourrait être en Algérie. Malheureusement, elle est toujours à l'étranger. Alors les deux solutions, on va dire les trois solutions qui pourraient faire un grand bond en avant à la connectivité, donc à l'utilisation des Algériens d'Internet, pour espérer se rapprocher des standards mondiaux. Un, ce serait d'octroyer aux opérateurs d'autres fréquences, ne pas rester sur la 10 qui finalement, la 10 mégas qui empêche... autoriser d'autres bandes. D'autres bandes. Oui. Deux, donc les data centers qui permettent au flux de rester, une partie des flux de rester en Algérie, donc ne pas encombrer la bande passante internationale. Et trois, peut-être, parce que quand on entend Algérie Télécom et le ministère de Télécommunications, qu'on n'entend plus beaucoup ces derniers temps, on parle des câbles qui vont soulager. Mais les câbles ne vont pas tout soulager. Les nouveaux câbles de Valence-Alger, de Valence-Oran. Non, ils vont sortir de l'Algérie de la congestion. On parle des câbles sous-marins. Hein. Ils vont les sortir de la saturation, mais ils seront jamais suffisants. D'accord ? Ils seront jamais suffisants. Du moment qu'aujourd'hui, l'offre, la demande, elle dépasse l'offre. C'est-à-dire les gens veulent rester connectés. Est-ce que c'est une erreur de projection, de prospective ? Est-ce qu'on a pensé, on se rappelle tous de Mme Dabdouri qui pensait que la 3G ne marcherait jamais, elle s'est trompée complètement. Dès qu'elle a été lancée, c'est devenu un succès. Et est-ce qu'encore une fois, peut-être que cette ministre, Mme Houda Faraoun, ou mademoiselle, a aussi sous-estimé la capacité, donc on n'a pas demandé à élargir l'offre, compte tenu d'une demande qui était plus importante que prévu. Moi, je vous donne un exemple. Je prends la wilaya de Djidjel. 24 APC ne sont toujours pas couvertes des services de la 4G. Je vous donne un exemple. On a un retard sur la couverture. Est-ce que ce n'est pas juste sur le plan commercial, c'est pas déployer des BTS, ça coûte cher. Si on voit un peu le marché local, on se dit les gens. Est-ce que c'est pas juste un arbitrage commercial ? Ça n'a pas vocation à toucher toute l'Algérie. La 4G, au départ, ça a été dit par les opérateurs. Hein. Ben oui, pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a un problème. Et là où il n'y a pas la 4G, il y a quand même la 3G. Oui, il y a quand même la 3G. Mais si on a une 4G très lente sur le plan débit, la 3G serait pire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui veulent accéder. Et les portes d'accès sont limitées. C'est-à-dire que les opérateurs sont sous pression. C'est-à-dire, on le voit même
si on veut effectuer un appel téléphonique 2G, parce que je vous fais savoir que les appels vocaux ne passent pas par le réseau LTE en Algérie, ne passent pas par le réseau 4G, ils continuent à passer par la 2G et à la 3G. Tout dépend les opérateurs. On a même une saturation sur la 2G et sur la 3G pour les appels vocaux. Demandez aux utilisateurs. Bien sûr. Il y a un nombre, il y a une qualité de voix téléphonique non intelligible. Il y a aussi un nombre d'appels, de tentatives d'appels qui échouent. Quand on échoue, ce sont les indicateurs les indicateurs d'un réseau en pleine saturation, pour ne pas dire congestion. Il fallait savoir pourquoi les opérateurs ne le disent pas clairement. Parce qu'ils ils perdent de l'argent. Parce que le business model devrait faire en sorte qu'il y ait plus d'utilisateurs, donc plus de capacité à déployer, parce que ça a généré plus de circulation de data. Moi, je me rappelle que le responsable algérien de Huawei avait dit en arrivant ici qu'il était choqué par la faiblesse de la consommation de data des Algériens. Au moment où il est arrivé, la 3G venait juste d'être déployée. Ça fait 4 ou 5 ans. Et donc, on est toujours un peu dans cette sous-utilisation du potentiel de consommation. Et donc, les opérateurs, je reviens à ma question, pourquoi ils ne feraient pas un tapage pour on se rappelle de M. Jed à la tête de Ouridou qui disait, quand on voulait faire la double numérotation de 2G, 3G différentes, et tout ça, il est monté au créneau pour dire c'est insensé. C'est très ancien, ça. Oui, il disait c'est insensé, parce qu'il défendait des intérêts raisonnables. Quoi. Aujourd'hui, pourquoi on n'ouvre pas plus de bandes passantes ? Est-ce que c'est sécuritaire ? Est-ce que c'est l'armée qui bloque ? Non, ce n'est pas l'armée qui bloque. C'est la gestion du spectre. C'est-à-dire qu'il faut revoir. D'ailleurs, on a une nouvelle loi de télécom. Elle a été adoptée récemment. Mais le côté, on a parlé beaucoup plus du côté de la poste, du service postal, de l'importance aussi de revoir la méthode d'utilisation du spectre électromagnétique, le spectre fréquentiel du pays. Il faut l'orienter beaucoup plus vers une dynamique, une économie dynamique, que de garder des fréquences pour des questions, pour d'autres questions. C'est pour ça que j'ai évoqué éventuellement des questions sécuritaires, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les fréquences hertziennes... Mais il y a d'autres pays qui l'ont fait et qui n'ont pas de problème. Des pays où l'aspect sécuritaire est avantageux. On prend la Chine, par exemple. C'est un grand pays, mais ils n'ont pas de problème de disponibilité de fréquences. Alors, voilà. Parce que si on libère, de toute façon, si l'Algérie veut déployer la 5G dans le pays, elle est condamnée à revoir son spectre. Son spectre. Elle est condamnée à revoir. Alors, dernière question, on revient au domestique, à la maison, le fixe. Il y a eu cette fameuse opération de l'Algérie Télécom du FTTH, du fibre jusqu'à la maison. Hein. On a un peu le sentiment que le déploiement prend du retard. On était supposé avoir 1 million de nouvelles lignes qui peuvent aller jusqu'à 20 mégas. C'est ce qui avait été proposé. Bon, les tarifs, on n'a pas eu le temps de bien les connaître. On a l'impression que c'est une opération qui a pris du retard. 2, que ce modèle est peut-être aujourd'hui déjà remis en cause. Oui, le FTTH, la fibre jusqu'à la maison, elle rapporte un débit dans d'autres pays qui peut atteindre, qui peut dépasser 50 mégas. Bon, en Algérie, on a fait un choix, parce qu'il y avait 2 variantes. On a fait un choix d'une variante dans laquelle le débit maximal, on voit descendante, à 20 mégas. Bon. C'est de bonne guerre. L'opérateur historique veut se lancer dans le marché du très haut débit, c'est ça. Il veut pas se laisser concurrencer par les opérateurs mobiles. Il veut prendre de l'avance. C'est légitime, c'est de bonne guerre. Mais la méthode de déploiement, est-ce que c'est un bon choix, cette méthode ? On peut la rappeler ? C'est une méthode qui dépend totalement d'un équipementier. C'est-à-dire c'est l'équipementier qui est en fait... On peut le citer parce que ça a été cité dans un article de Huffington Post chez nous, c'est Huawei. C'est Huawei qui Algérie qui a FTTH. Et sur le plan stratégie, est-ce que c'est intéressant pour l'opérateur de déployer
un service très haut débit pour des consommateurs qui peut-être, dans 3 ans, dans 4 ans, ils pourront avoir un débit 5 fois supérieur en achetant tout simplement un modem 5G. Toujours optimiste, Fadi Farah. Toujours, oui. Moi, je crois à la 5G en Algérie. J'y crois. En plus, c'est une 5G qui sera très rapprochée de la 4G. Ils auront vous savez, le monde aujourd'hui s'oriente vers une cohabitation 4G et 5G. D'accord ? En fonction des usages. Oui. Ce qu'il y a vous savez, une technologie, on la normalise. Et lorsqu'on normalise une technologie, les experts qui sont impliqués dans cette opération, les experts, les politiciens, les juridiques, sous l'égide bien sûr de l'Organisation internationale des télécommunications, ils s'arrangent toujours à garder le lien entre les différentes générations. Ce qui fait que la 5G et la 4G auront le même réseau cœur. Donc, ça veut dire quoi pour un opérateur comme Mobilis ou comme Djezzy ? Ça veut dire que s'il veut faire de la 5G, il ne va pas changer son réseau cœur. C'est-à-dire moins d'argent à investir. Donc moi, j'y crois à la 5G en Algérie. Et donc, pour revenir à l'investissement colossal avec Huawei, commandé par Algérie Télécom, d'1 million de lignes FTTH, c'est peut-être un investissement qui n'aura pas, qui va être dépassé par cette perspective. Par la 5G, oui. Je le dis. Il sera dépassé. Vous savez, il y a une étude qui a été publiée par Ericsson qui annonce que 17% des utilisateurs des services mobiles dans le monde en 2024 seront de la 5G. Et 40% du territoire mondial, c'est-à-dire du territoire de la planète, seront couvertes par la 5G. Et le projet FTTH d'Algérie Télécom, je crois qu'il est annoncé sur 20 ans. Ouais, enfin non, c'est un délai beaucoup plus court quand même. Hein? Je ne sais pas. C'est un délai plus court, mais le coût est très élevé. Merci beaucoup, Fadi Farah. Merci de nous avoir expliqué un petit peu ce qui se passait, les enjeux. On a bien compris que la 5G a déclenché des batailles de position extrêmement importantes dans le monde et que tout ça va aussi nous toucher en Algérie par rapport à notre consommation de data et de notre consommation, notre expérience Internet. Merci. Merci à toi. Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana. Assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.